Le 13-14 à Kingersheim, berceau de la démocratie participative, c'est maintenant. France Inter. Le 13-14. Bruno Dubuis. Le restaurant Les Sheds, entre 20 et 30 personnes qui sont installées à déjeuner devant moi sous les ventilateurs qui sont bien utiles. Nous sommes sur la scène de ce lieu qui est aussi un lieu de spectacle. Et jusqu'à 14h, nous allons donc parler de démocratie participative dans cette ville de 13 000 habitants qui est aux portes de Mulhouse et qui pratique la démocratie participative depuis 1995. À mes côtés, depuis le début de l'émission, Laurent Rich, le maire de Kingersheim, que je salue à nouveau. Autour de la table également, deux habitantes de la ville impliquées dans cette démocratie participative. Bonjour Nadine Brunner. Bonjour. Heureux hasard pour nous, vous avez aussi été membre de la Convention citoyenne pour le climat. Il se trouve que vous avez été tiré au sort. Et donc la démocratie participative, vous en êtes devenue une spécialiste. Et bonjour Nathalie Kraft. Bonjour. Vous participez à une série de groupes de réflexion ici à Kingersheim. Et puis au téléphone, le professeur de sciences politiques Loïc Blondiot. Bonjour Loïc Blondiot. Bonjour. Vous travaillez sur les moyens de réduire la fracture entre citoyens et gouvernants. Vous nous direz ce que vous pensez de ce laboratoire de Kingersheim et ce qui est applicable ou pas ailleurs et au plan national. Laurent Rich, peut-être un mot du lieu où nous sommes installés, les Sheds, parce qu'au fond, il est symbolique de ce qui se passe dans cette ville. Alors, restaurant, épicerie bio, salle de spectacle, potager, les Sheds comme ces toits en dents de scie, des usines. C'est une ancienne usine textile et c'est un lieu qui a été transformé à l'initiative des habitants. À l'initiative des habitants, en tout cas, c'est une belle rencontre entre la ville qui voulait préserver le foncier de cette ancienne usine et puis des habitants qui avaient un projet qui est porté sur les enjeux du climat, de l'environnement, du manger sain, de l'agriculture raisonnée. Lieu symbolique, on en parlera en détail avec l'un de ses animateurs à la fin de cette émission. La démocratie participative, Laurent Rich, comment ça marche ? Prenons, par exemple, en ce moment, vous travaillez sur la nature en ville. Tout commence par une réunion publique d'information la plus large possible. C'est ça. Ce qui est important, c'est de mettre tout le monde à peu près au même niveau, c'est de s'entendre sur ce dont on va parler et comment on va en parler. Donc une belle réunion publique où on parle du sujet, on fait venir éventuellement des conférenciers, des experts, des techniciens, des habitants engagés sur le sujet. Et puis on a ce temps de conférence, de mise à plat, de mise à niveau de tout le monde. Et puis ensuite on s'inscrit, ou pas, si on le souhaite, pour pouvoir s'engager dans cette démarche. L'idée à Kingersheim, c'est une ville de 13 000 habitants, première couronne de la banlieue mulhousienne. Ici, on continuera à construire, mais on se dit que la place de la nature en ville, elle est importante. Elle est autant importante sur l'espace public que chez les habitants. Et bien, pour construire ça, pour y réfléchir, quoi de mieux de faire un groupe et de partager cette réflexion. Et donc, un groupe de travail se constitue sur ce sujet-là. Il y en a d'autres sur d'autres sujets. Il y a des habitants, il y a aussi toujours des élus et des experts à leur côté, c'est ça ? Absolument, puisque ce qu'il faut, c'est travailler de plein pied. Il ne faut pas que les choses soient dissociées, sinon on ne peut pas dire que les habitants enrichissent à la délibération, puisque si les élus ne sont pas impliqués à leur côté, au moment où ça arrive au conseil municipal, parce qu'il faut prendre une délibération, on a tout raté. On en parlera peut-être avec ce qui s'est passé sur la Convention citoyenne à un plus haut niveau. Donc l'idée, c'est de faire travailler tout le monde, mais par contre, le collège des habitants doit être majoritaire. Il doit toujours y avoir sur toute séquence démocratique plus d'habitants que le reste des acteurs élus techniciens. En disant très clairement, dès le début, sur quoi porte la discussion et sur quoi elle ne porte pas ? Oui, parce que c'est humain, on a envie des fois de parler de tout et de s'emporter sur tout un tas de choses. On a des fois des habitants qui deviennent plus techniciens que nos techniciens, donc il faut faire attention à pouvoir recadrer. Et pour recadrer, il faut un cadre, d'une part. Et c'est important de préciser de quoi on parle et comment on parle pour ne pas mentir. Parce que le problème, c'est que des fois, on emmène les gens dans des débats et on ne leur dit pas comment ça va se terminer. Et il n'y a rien de pire que ça. On le illustrera dans un instant avec la mosquée. Nadine Brunner, je le disais, vous avez participé à la Convention climat. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est ça qui vous a amené à vous engager ici à Kingersheim. Oui, en fait, avant cette convention, moi j'étais comme tout le monde. Métro, boulot, dodo, payer mes factures en fin de mois, voir comment j'allais boucler les fins de mois, etc. Votre petite vie à vous. Ma petite vie à moi, en respectant quand même les règles, bien sûr, intérêt comme tout le monde, sur l'environnement, sur ce qu'on entend à la télé, à la radio, etc. Mais à partir du moment où j'ai intégré cette convention, où j'ai accepté ce mandat, parce que c'est quand même un choix qu'on avait la possibilité de faire, déjà plus de retour possible. Pourquoi plus de retour possible ? Ça a été quoi le déclic ? Le déclic, c'est Madame Valérie Masson-Delmotte, en fait, en personne. Grande spécialiste du climat. Qui nous a expliqué de façon très simple à des gens comme moi, un peu plus de 150 personnes, où on en était au niveau du climat, et que si on n'agissait pas, on va droit dans le mur. Et donc là, vous vous êtes dit, sur cet enjeu-là, je peux agir, je peux participer, et j'ai envie de participer sur d'autres sujets. En fait, comme a dit quelqu'un avant moi, c'est une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Et je me suis impliquée effectivement à 200% dans
dans ce travail. C'est ça que vous dites aussi, Nathalie Kraft, pour expliquer votre engagement. On parlera des rythmes scolaires, qui est un sujet qui vous était cher il y a quelques années. Quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Oui, c'est ça. On nous donne l'opportunité de participer à la vie démocratique, de participer à des sujets qui nous intéressent, et en plus qui nous intéressent directement, puisque c'est sur notre commune, là, en l'occurrence. Ce serait dommage de ne pas le faire, d'une part, et puis d'autre part, après, c'est un peu facile de venir et de râler, alors qu'on ne s'est pas impliqué, qu'on n'a pas un peu mis les mains dans le cambouis, et qu'on ne s'est pas informé, formé, et qu'on n'a pas pris un peu de notre temps pour ça. Voilà, si on n'y est pas, derrière, il ne faut pas râler. Loïc Blondiot, vous qui êtes au téléphone avec nous, premier constat, ça nous dit quoi? Que l'innovation politique, elle se fait aujourd'hui avant tout dans les villes. Oui, c'est sûr. Les villes sont les lieux les plus innovants, sont les laboratoires finalement de formes de vie démocratique qui ne se retrouvent pas à d'autres échelles. Et je pense que dans les villes, il y a le sentiment qu'on peut véritablement agir. Il n'y a pas ce sentiment d'impuissance que peuvent avoir les citoyens vis-à-vis de la politique nationale ou des problèmes et des enjeux globaux. Et il y a une certaine fascination pour le local. Et j'en veux pour preuve le fait que aux élections municipales de 2020, il y a une 60aine de listes vraiment citoyennes, c'est-à-dire de listes issues de la société civile, avec un programme très ambitieux de transition démocratique, de transition écologique, de justice sociale, qui ont pris le pouvoir, et pas seulement dans des petites villes. Je pense à des villes comme Poitiers, je pense à des villes comme Annecy. Je pense que c'est là que peut-être les transformations à venir se feront. Alors allons-y pour un exemple concret. Ajra Mohamed, vous êtes toujours avec nous depuis le début de cette émission. En 2016, ici, la communauté musulmane de Kingersheim, on l'estime à peu près à 300 fidèles, a demandé qu'une nouvelle mosquée soit construite dans la ville, et le dossier a en partie été soumis à la démocratie participative. Oui, une centaine d'habitants participent à ce groupe de travail depuis septembre 2016, parmi eux Paul Zaglia, un ancien cheminot de 78 ans. Alors à l'époque, on est un an quasiment après les attentats de novembre 2015, quelques mois après celui de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans une ville, Kingersheim, où il faut le rappeler, le Rassemblement national fait de très bons scores. Alors oui, autant dire que le sujet était très sensible. On était en état d'urgence là, avec les attentats. Donc c'était compliqué. Le sujet était chaud compte tenu du contexte. Et tout ça, on ne pouvait pas dire « Allez-y, venez, on vous ouvre les bras ». Non, c'est pas ça. Il fallait négocier. Négocier et surtout discuter encore et encore avec l'association qui va gérer cette mosquée. Au fil des rencontres avec ses représentants, eh bien c'est vrai, les positions de chacun ont évolué, reconnaît Chris Perret, promoteur immobilier, l'un des participants à ce groupe de travail. Quand je vois des personnes qui, de prime abord, le premier jour on a fait cette consultation, où ils étaient très virulents, pour moi même méchants dans la représentation qu'ils faisaient de la religion musulmane. Et donc là, sur le coup, ils se sont retrouvés confrontés à l'autre côté du miroir. Ah non, finalement, on ne se retrouve pas avec des gens qui sont extrémistes, on se retrouve avec des gens qui ont envie de s'intégrer, des gens qui ont envie de donner, des gens qui ont envie de faire. Finalement, la mosquée est en train de sortir de terre sur un ancien terrain de pétanque. Vous entendez les engins de chantier tourner en ce moment. Et elle se trouvera juste en face de la maison de Paul Zaglia qui avait des exigences, pas de minaret et surtout pas de financement étranger de ce lieu de culte. Bref, le strict respect des lois de la République, ce qu'un préfet ou un maire est en droit d'exiger. Mais si le maire l'avait imposé, on aurait dit c'est un dictateur. Vous voyez comment que c'est. Donc ça veut dire que quand ça vient de la population, des habitants, c'est moins politique, donc moins sensible, c'est ça ? Ben oui, puisque les gens y participent. Ils ont donné leur avis. Et ceux qui viennent après, qui viennent à la charge, j'ai dit, ça sert à rien de râler maintenant. Il fallait aller avant. Voilà, il y a un temps pour tout, pour aller, un temps pour s'entendre et se comprendre, selon Paul Zaglia, qui compte bien suivre ce dossier de la mosquée de près encore, même après son ouverture prévue l'année prochaine. Alors Laurent Riche, partons de cet exemple concret. La délibération a permis d'apaiser les choses. Vous dites par exemple sur la page Facebook de la mairie, à propos de la mosquée, dans d'autres mairies, on voit des horreurs. Là, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour négatif parce que je pense que quelque part, tout le travail qui a été fait en amont, qui a pu paraître long, y compris le fait de nous donner le permis de construire, qu'une fois que le travail avait été terminé avec les habitants, a amené une forme de consensus et d'appréciation de cette implantation dans la commune. Mais la décision a été prise, c'est-à-dire que vous aviez pris de toute façon la décision de construire une nouvelle mosquée. Donc, vous prenez votre responsabilité, ça c'est le versant positif. Le versant négatif, on peut vous dire, oui, mais en fait, les citoyens n'ont pas vraiment décidé sur le cœur du sujet.
La question de la représentation religieuse, elle ne se pose pas. On est dans une république qui reconnaît les religions. Donc moi, je suis un élu de la République, mon équipe aussi, nous sommes des républicains, donc nous devons le mettre en place. L'idée, c'est justement de dire que ce n'est pas le fond du problème du lieu de culte en lui-même, c'est la façon dont il va s'installer et des relations qui vont pouvoir se créer dans la ville avec ceux qui pratiquent, les fidèles, ceux qui sont en dehors, qui sont d'autres religions. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Mais vous ne répondez pas sur le côté, vous ne pouviez pas soumettre à vos habitants le côté, on construit oui ou non une mosquée. Oui, non, on est d'accord, mais l'idée c'était qu'il fallait qu'on parte sur ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle, ce que mon prédécesseur Georges Piguel appelait le périmètre démocratique, que je reprends, c'était de dire il faut aller vers cet espace. En plus de ça, les pratiquants musulmans sont actuellement dans un Algeco, un bâtiment simple de bas de gamme et qui commence à être en difficulté. Il était normal qu'ils puissent trouver un lieu d'expression religieuse. Comme il y a 2 églises dans la commune, il y a un temple bouddhiste également, donc il est normal que tout le monde puisse pratiquer. Nathalie Kraft, autre sujet qui raconte comment on peut évoluer et au fond, à quel point le temps de la délibération, Laurent Rich insiste souvent sur le fait qu'il faut accepter un temps long. Les rythmes scolaires, vous êtes arrivé, vous vouliez vous engager sur les rythmes scolaires en 2008 au moment où on est repassé à la semaine de 4 jours, vos enfants étaient en primaire, vous êtes arrivé avec une idée bien précise puis vous avez changé d'avis. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand je suis arrivée avec mon propre vécu, ma propre expérience quand j'étais enfant, et le fait d'avoir participé à cette séquence, d'avoir été informée, d'avoir été formée aussi, puisque comme vous le disiez, il y a des techniciens qui viennent, enfin voilà, des gens qui savent un peu quand même de quoi ils parlent, ça permet de cheminer, d'avancer, de mûrir sa réflexion, et puis d'avancer surtout ensemble, et pour trouver une solution ensemble. Loïc Blondiot, la vertu, au fond, de ces consultations, autant que la décision, c'est le moment de la délibération, de la discussion. On produit du commun, pour employer une expression un peu grande. Est-ce que Loïc Blondiot est avec nous au téléphone ? La délibération, c'est-à-dire que la délibération transforme les citoyens qui y participent. Si on reprend l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, une partie non négligeable des 150 citoyens a continué à s'engager, parfois même sur des listes électorales et dans la démocratie représentative. Il y a des effets qui sont sensibles à la fois sur les participants, mais il doit aussi y avoir des effets sur la décision. Et c'est vraiment la clé, c'est-à-dire qu'une délibération qui serait déconnectée de la décision, totalement déconnectée, qui n'aurait pas d'effet, entraînerait beaucoup plus de frustration finalement, et ça a été un peu le cas avec la Convention citoyenne pour le climat. Et donc il faut prendre garde à ne pas jouer avec cette promesse participative. Alors certes, nous sommes encore dans le cadre de la démocratie représentative. La démocratie participative ne peut pas se substituer à la démocratie représentative. Les élus ont eu un programme, ils se sont engagés sur ce programme, ils sont là pour défendre ce programme, mais il ne faut pas, d'un certain point de vue, qu'à force de mettre en place de la pseudo-participation, c'est-à-dire de la participation qui n'a aucun effet sur la décision, il condamne complètement cette promesse. Alors, quelle limite à cette expérience parole, Laurent Rich, l'un de vos opposants, Pascal Heyer, opposant au conseil municipal? Il estime que les vrais sujets qui fâchent, et peut-être du coup ceux qui mériteraient vraiment de consulter la population, ne sont pas soumis à la démocratie participative. Moi, ce que je reproche à ce système-là, c'est qu'en fait, la mairie est partie prenante complètement à la gouvernance. Donc, c'est elle qui choisit ses sujets. Il y a eu un projet en 2020 qui a impliqué la destruction d'une forêt de 1 hectare sur Kingersheim. Et en fait, ce projet-là n'a fait l'objet d'aucune consultation préalable, contrairement à d'autres projets qui étaient moins impactants. Plus récemment, il y a eu un projet également qui a été accepté par la mairie de construction d'une antenne mobile. Les riverains étaient directement impactés, se sont mobilisés, constitués en collectif, invité la presse, fait une pétition. Et là aussi, aucune consultation préalable par cette démocratie participative. Et c'est lié directement au fait que c'est la mairie qui est partie prenante et partisane dans l'organisation de ce dispositif. Monsieur le maire, quelle réponse ? En fait, monsieur Heyer, mais on a l'habitude, il nous habitue à ce discours-là. En fait, il oublie simplement que pendant 6 ans, de 2010 à 2016, on a travaillé avec des habitants pour faire ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme. Donc, l'espace boisé dont il parle, c'est un projet qui a été discuté à ce moment-là. Bien sûr, il focalise, lui, sur un point particulier. Nous, ce que l'on retient, c'est que la démarche d'ensemble a été importante. On est dans un pays où la propriété est importante. Il faut qu'on mette des règles générales qui s'appliquent à l'ensemble de la commune. C'est le plan local d'urbanisme. Et donc, les choses se mettent en place
place par ce biais-là. Donc ce qu'il faut, c'est consulter les gens sur le plus en amont possible, le plan local urbaniste est en amont, pour qu'ensuite on puisse prendre les décisions au cas par cas sur les différents projets. Et au-delà de l'aspect local, vous assumez, vous qui avez été élu pour assumer des responsabilités, qu'il y a des sujets qui relèvent de la démocratie participative et d'autres non. Bien sûr, mais encore une fois, tout ce que l'on peut mettre en amont, on va essayer de le faire, y compris sur des sujets qui viennent des habitants. Pour nous, c'est important. On essaiera de tout positionner. Après, il faut reconnaître qu'on a 2 bras et 2 jambes, comme je dis très souvent, c'est-à-dire que derrière, il faut de l'ingénierie, il faut animer des débats publics, etc. Et que c'est très compliqué, ça demande beaucoup de moyens, c'est exigeant, mais tout ce que l'on peut mettre en place, on le met en place par ce biais-là. Je retiens le mot ingénierie que je soumettrai à Loïc Blondiot dans un instant. D'abord, Nadine Brunner, je voulais vous entendre sur la Convention citoyenne pour le climat. Alors, sur la petite fiche que j'avais pour préparer cette émission, d'abord, j'ai le mot c'était génial. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette convention citoyenne de très positif? Alors, moi, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est bien le terme que je veux utiliser, c'est le travail collectif, l'intelligence collective qui s'est mise en marche pour amener les propositions, travailler sur des propositions. On a fait des recherches, on a tous travaillé ensemble. C'était absolument superbe. Je veux dire, on était tous à chercher des informations, à les partager, à débattre sur des points ou d'autres. Le plus beau pour moi, c'est cette intelligence collective qui s'est mise en branle. Et la déception? Le résultat. Ouais. Je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus. C'est-à-dire la promesse que tout serait repris et puis tout n'a pas été repris, loin de là. Alors, la promesse, c'était que tout serait présenté tel que à l'Assemblée nationale. Sans filtre, c'était l'expression. Le mot sans filtre, on l'a utilisé, on l'a usé à force. Oui. Ça n'a pas été tenu. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe, qui ont été modifiées, de par les transcriptions légistiques. Oui. Donc, déjà, ça, c'était le premier filtre, en fait, les transcriptions légistiques. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont purement et simplement disparu. Qu'est-ce qui a manqué à cette convention citoyenne, Loïc Blondiot? Si je reprends l'exemple de Kingersheim, Laurent Rich nous disait tout à l'heure, il faut associer dans tous les groupes de travail des habitants et des élus. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça qui a manqué, c'est-à-dire qu'il y ait des sénateurs ou des députés dans la convention citoyenne? Oui, sans doute. Rétrospectivement, c'est peut-être là que le bas a blessé. Et en fait, il faut se rappeler que la Convention citoyenne, c'était un peu un ovni dans notre système politique. Elle reposait exclusivement sur une promesse présidentielle et elle n'était pas clairement articulée avec le Parlement. Je pense que pour l'avenir, si on souhaite rééditer cette expérience qui a quand même démontré toutes ses potentialités, qui aurait dit que 150 citoyens, dont un quart n'avaient aucun diplôme, auraient été capables de produire un programme assez ambitieux de lutte contre le changement climatique, il y a encore 2 ans avant qu'elle démarre et qu'elle aboutisse à ces 150 propositions. Donc moi, clairement, il me semble que l'enjeu des années à venir, c'est l'institutionnalisation, c'est faire en sorte que sur plusieurs thèmes ou problèmes par an, sur une ou plusieurs politiques, on organise des conventions citoyennes, mais avec l'obligation que le Parlement s'en saisisse, éventuellement pour les amender, mais sans que l'exécutif intervienne, comme ça vient d'être très bien dit, pour détricoter la substance des contributions citoyennes. Et parmi les sujets possibles, la fin de vie ou pourquoi pas la légalisation du cannabis. Nadine, je me dis que ça a quand même essaimé cette convention citoyenne. Ok, vous êtes déçus, mais du coup, vous vous êtes engagé ici à Kingersheim et vous continuez de travailler avec l'association des 150. Effectivement. Maintenant, juste pour compléter un petit peu ce que M. Blondiot a dit, effectivement, à partir du moment où on donne un cadre clair, avec obligation de résultat derrière, je veux dire, les citoyens sont tout à fait capables d'amener leur expérience et de réfléchir à quelque chose de clair, de net, et que nos députés ou nos élus peuvent prendre en main et se dire oui, c'est pas plus mal. Ouais. C'est notre expérience à nous, c'est nous qui subissons tous ces changements. Donc pourquoi ne pas nous écouter et se dire ah bah oui, ou échanger au moins avec nous, c'est le minimum. Nathalie Kraft, il y a une question très concrète que je n'ai pas posée. Quand on parle de l'engagement, on va venir aux limites aussi peut-être du manque de gens qui participent à ça. Ça prend du temps de participer aux consultations et aux groupes de travail ici à Kingersheim?
ça prend du temps parce que ce sont des réunions, mais c'est une réunion tous les 2 mois éventuellement, donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, on peut se dégager du temps, d'autant que si on ne participe pas à toutes les réunions parce qu'on a un empêchement, parce qu'on a tous une vie, c'est pas non plus, on ne sera pas montré du doigt et pénalisé à cause de ça. Donc c'est possible de s'engager, c'est possible de s'engager sur plusieurs séquences, et c'est possible de vraiment avoir un rôle dans ces conseils participatifs sans que ce soit totalement chronophage, en tout cas au stade où moi je suis impliquée. Alors Kingersheim fait partie de ces villes où il y a encore des gilets jaunes, sur le rond-point de Caligone en l'occurrence, dans la zone commerciale. Ajra Mohamed est allé les voir et leur a demandé pourquoi justement ils ne participaient pas aux différentes réunions et groupes de travail proposés par la mairie. Voici Christiane et Aldo, leur revendication c'est encore et toujours le référendum d'initiative citoyenne. Et pourquoi on ne fait pas un référendum libre comme on fait en Suisse ? En Suisse c'est un pays libre, un pays démocrate, pays libre démocrate. Voilà, donc moi c'est ce que j'apprécie en Suisse. Pourquoi on ne fait pas pareil ? Un référendum au niveau national. Sur quelle thématique, par exemple ? La thématique, en priorité, c'est le coût de la vie. Moi, le pouvoir d'achat, là, pour l'instant. Pouvoir d'achat, les retraites. Est-ce que nous, on veut la retraite à 65 ans ? Moi, je crois pas. Oui, déjà sur les grands axes au départ, quoi. Après, il faut affiner. C'est sûr qu'on va pas demander notre avis toutes les 2 minutes sur quelque chose. Mais, comme dit, quand on nous demande notre avis, oui, on dit oui. Et rien ne change. Aucune avancée. Dans rien. Laurent Rich, maire de Kingersheim, malgré l'action de démocratie participative, vous n'avez pas récupéré les gilets jaunes ici. On se dit qu'a priori, ça devrait être une solution pour récupérer les gilets jaunes. Ça n'a pas été le cas. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je pense que ce serait une chance pour eux de pouvoir montrer qu'ils veulent s'investir. On est sur des problématiques où les sujets ne sont pas des sujets locaux, donc c'est un peu plus difficile de raccrocher les gens sur des sujets qui ne sont pas les nôtres. Oui. Mais je pense qu'ils devraient quand même réfléchir, à prendre un engagement local pour montrer de quoi ils sont capables, pour pouvoir ensuite revendiquer nationalement des positionnements. Ouais. Et autre sujet, l'effet d'entraînement. L'abstention est forte à Kingersheim comme ailleurs, à peu près dans la moyenne nationale au présidentiel, au local. Alors, il faut rappeler que les municipales, c'était en période de Covid, 68% d'abstention. J'ai regardé les élections d'avant, c'était 44% d'abstention en 2014. Là aussi, les abstentionnistes, ils restent nombreux, même dans une ville où on fait de la démocratie participative. Bien sûr, c'est un travail, vraiment travail de long terme que l'on doit faire. Et je ne suis pas sûr que malgré tous les efforts que l'on pourra faire, on réussira à mobiliser tout le monde. Parce que derrière l'abstention, en fait, il y a des attitudes qui sont complètement différentes d'une personne à une autre. Comment on récupère les invisibles, en quelque sorte, Loïc Blondiot ? Comment on les ramène dans la communauté ? Alors oui, c'est la grande question. On est dans des démocraties qui sont de plus en plus inégalitaires, et où ceux qui ont le moins de ressources en temps, en culture, en capital culturel, participent beaucoup moins que les autres, ou les jeunes aussi participent moins, et donc sont moins inclus dans le processus de représentation. Pour dire les choses très clairement, ces catégories-là sont moins bien représentées. Et je pense que c'est un des enjeux de la démocratie participative. Si elle ne fait pas mieux sur ce volet-là que la démocratie représentative, je pense qu'elle ne vaut même pas une heure de peine. Et donc, je pense par des dispositifs, le tirage au sort est un dispositif qui permet, me semble-t-il, une plus grande représentativité, une plus grande inclusion. Et puis, il y a aussi toute une ingénierie. Vous parliez d'ingénierie, mais une ingénierie de l'inclusion qui passe par beaucoup de temps, par des moyens qui permettent de restaurer une certaine forme de confiance. Je pense qu'une organisation, par exemple, comme ATD Quart Monde, a démontré qu'on pouvait faire participer, faire en sorte que s'engagent des gens qui n'ont pas, finalement, ni le temps, ni la confiance en eux suffisante pour participer. Je crois que ça n'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Quant à la question de l'abstention, elle relève de tellement de facteurs qu'il me semble qu'il ne faut pas croire que la participation citoyenne sera une formule magique qui permettra de la faire disparaître. Laurent Rich, l'organisation de tous les groupes de travail, c'est une personne à temps plein à la mairie à Kingersheim ? Oui, je la regarde parce qu'elle est dans la salle, c'est une personne à temps plein et il en faudrait au moins 2 autres comme elle, parce que je pense que si on voulait vraiment atteindre l'objectif, on passerait par là. Non, c'est important, c'est une mobilisation qui est importante, c'est beaucoup d'énergie, ça nous demande de revisiter complètement nos pratiques. C'est un vrai travail d'animation, de coordination, de communication, de reporting. Il y a un gros travail, c'est-à-dire que les habitants, on les fait travailler, mais il faut revenir vers eux, leur donner leur retour d'information, regarder comment on a avancé, cadencer, mettre d'écran pour ne pas revenir
revenir en arrière, parce que avancer sur le consensus, le compromis, c'est aussi par refaire l'histoire à chaque réunion. C'est un vrai travail de fond. Les Gilets jaunes qu'on entendait, Loïc Blondiot parlait de la Suisse. Est-ce que, après tout, la Suisse, c'est la grande démocratie du référendum? Il y a des sources d'inspiration pour la France en Suisse? Ah oui, tout à fait. Je pense que, et effectivement, le mouvement des Gilets jaunes a bien montré qu'il y avait une attente en termes de participation directe au processus de décision. Et la démocratie participative n'est pas exclusive, me semble-t-il, de la démocratie référendaire. Tout comme si on institutionnalise des espaces de démocratie, comme à Kingersheim, avec la présence des élus, des experts, des citoyens, il faut aussi admettre que la démocratie, elle se fait aussi autrement. Elle se fait de manière plus informelle sur les ronds-points des Gilets jaunes dans la rue. Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de démocratie, mais que c'est l'interaction entre toutes ces formes de démocratie, la démocratie représentative, la démocratie participative ou délibérative, la démocratie contestataire. Et je pense en plus que la démocratie participative n'a de chance d'être entendue par les élus que si quelque part elle peut trouver à l'extérieur, chez les citoyens qui contestent, des renforts, des soutiens. Sinon, elle peut très facilement être instrumentalisée et canalisée. Laurent Rich, il y a une grande limite qu'on n'a pas encore abordée, c'est le nombre de personnes qui sont associées. Hier, à la réunion à laquelle on a assisté avec Sarah Guibaudot, Claire-Sophie Collet et Ajra Mohamed, il y avait une quinzaine de personnes, dont je crois 6 ou 7 personnes de la mairie. Les groupes de travail, c'est une quinzaine de personnes. Il y a très peu de monde qui participe. Comment on va chercher les autres ? Alors, il y a plusieurs solutions pour ça. Loïc Blondiot a parlé du tirage au sort tout à l'heure, mais pas que, parce que même quand on tire au sort, il y a des gens qui se censurent, qui se disent « non, mais c'est pas pour moi ». Je me sens pas légitime. Je me sens pas légitime. Alors que ceux qui font le pas se disent « mais si j'avais su, j'ai découvert quelque chose ». Sur le plan local d'urbanisme, il y a des gens qui nous ont demandé pourquoi on les avait tirés au sort pour discuter de ce sujet-là, et qui sont sortis de cette séquence en disant « mais jamais j'aurais imaginé pouvoir travailler de sujets d'aménagement, d'urbanisme, d'horizon à 30 ans de la ville ». Donc vous avez pratiqué le tirage au sort ? Oui, on l'a pratiqué. On essaye de le pratiquer chaque fois que l'on pense qu'il faut éviter que les habitants qui vont travailler sur une séquence soient trop intéressés, pour le dire comme ça, donc de façon à mixer. Donc bien sûr, on essaye d'utiliser tous les outils. Il faut qu'on ouvre de plus en plus, et c'est pour ça qu'avec mon équipe, avec Nathalie, qui est l'adjointe en charge des pratiques démocratiques dans mon équipe, on fait en sorte que chaque fois qu'il y a une manifestation dans la ville, un temps convivial, on amène un stand, on ramène tous les projets qui sont sur la table, et on invite les habitants à venir travailler avec nous, et on les invite même à nous faire des propositions. Nadine, Nathalie, vous êtes, vous essayez de ramener d'autres habitants, vous en parlez avec les jeunes notamment. Quelle réticence vous rencontrez ? Comment ça se passe de ce point de vue-là ? Alors, Nadine moi j'en parle avec les jeunes, les moins jeunes, parce que je crois qu'on est tous concernés. Non, mais je dis ça parce qu'il y a un enjeu de mobiliser, les actifs, les jeunes. Il y a pas mal de retraités aussi qui participent, pas que, mais voilà. Pas que, non. Mais effectivement, les jeunes ont d'autres choses plus importantes à faire, je crois. En fait, c'est les réponses. Ils ont leur sport, ils ont leurs copains, etc. Donc, les impliquer, il faut trouver un moyen de leur montrer que c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans la ville. Donc, ça doit être d'ailleurs, possible. ils ont fait une super BD. Un super manga, c'était... Sur le thème du climat, c'est ça ? C'est ça, oui. Nathalie Kraft, vous avez deux enfants qui sont un peu plus grands maintenant. Est-ce qu'ils prendront la suite ? J'aimerais bien, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu difficile de les intéresser. Alors mon fils est plus intéressé que ma fille, pourquoi je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, je leur en parle. Je leur parle de ce qui se fait dans les séquences, des échanges qu'on a eus, du fait que c'est enrichissant, de ce que ça amène, des frustrations aussi, parce qu'il y en a aussi. C'est pas... Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de diffuser aussi, que je partage en tout cas, que ce soit aussi bien avec mon entourage direct qu'avec les gens que je connais qui sont même un peu plus éloignés. Laurent Rich, en un mot, j'ai encore une question importante à vous poser. On arrive au terme. Il y a un travail à faire aussi avec l'éducation nationale. On a un projet ici sur l'agglomération mulhousienne qui s'appelle l'Aventure citoyenne. Ça consiste à amener les écoles, rencontrer les équipes municipales en place et entre autres le maire des communes. Et on fait, par exemple, pendant ce temps-là, on fait beaucoup de travail sur c'est quoi l'implication, avoir un parti pris, le libre arbitre, etc. Mais ça ne va pas encore assez loin. Là aussi, il faut que depuis l'école, on commence à faire ce travail. Encore une question. On se bat pour associer les habitants. Vous battez pour associer les habitants. Et puis, il y a quelquefois des détails qui cassent tout. On parlait hier de la Poste.
13 000 habitants à Kingersheim, mais qui est dans une zone urbaine. Donc il y a une poste, oui, à 7 minutes de chaque côté dans d'autres villes. On veut vous supprimer la poste. Et ça, c'est un symbole ravageur pour les habitants. Bien sûr, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi, sur un environnement comme le nôtre, il y a des choses qui paraissent essentielles, même naturelles d'une implantation d'un service public, qui ne peut pas perdurer ou pas exister, ou alors que les horaires ne sont pas du tout adaptés, et qu'on les envoie au moment où on leur dit qu'il ne faut pas prendre la voiture, il faut plutôt utiliser les mobilités douces, on leur demande de faire 7 km ou 5 km pour aller à un bureau de poste, déposer un recommandé ou aller chercher un colis. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur cette expérience de démocratie participative. Je voulais qu'on termine par une dernière séquence pour vous en dire un peu plus sur le lieu où on est aujourd'hui ici, Shed, donc Shed, restaurant Shed, qui est à la fois restaurant, il y a encore les gens... Vous en êtes au café à peu près? Non, même pas, il n'y a même plus de café, ça y est, c'est terminé. Potager, épicerie bio, salle de spectacle. Bonjour Dominique Collin. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Les Sheds. Et là, dans les minutes à venir, j'aurai dans un coin de la tête cette question, comme à chacun de nos déplacements, au fond, comment on anime ces petites villes et ces villes moyennes où on s'installe régulièrement, comment on réduit la fracture territoriale. Il manquait un lieu comme ça à Kingersheim quand vous l'avez créé? Ah oui, clairement, c'était aussi une envie partagée avec les citoyens, avec des discussions qu'on a pu avoir avec la municipalité. Et donc, voilà, on a eu l'idée de créer ce lieu, un lieu de vie, un lieu pour échanger, pour agir, un lieu pour rendre la vie plus agréable aussi, on espère, et si possible, essayer de changer le modèle. Et vous dites un lieu militant. Alors là, je me suis déplacé, j'ai quitté la scène qui est la scène de spectacle. On est dans la partie épicerie. Alors, épicerie bio, potager paysan. Vous dites c'est un lieu militant. Vous mettez quoi derrière ce mot-là? C'est-à-dire qu'on cherche à mettre en œuvre des solutions concrètes sur tous les sujets de la transition écologique. Ouais. Donc, on va travailler sur le local et sur le bio, qui pour nous sont indissociables. Et donc, travailler aussi sur de la formation, sur de la rencontre, mais aussi sur des éléments de conférences, de projections. Et c'est aussi, pour une ville comme Kingersheim, 13 000 habitants, qui n'a pas de cinéma en tant que tel. Alors, il y en a tout près, qui a quelques restaurants. Mais voilà, il faut aussi des lieux où on puisse se rencontrer, se rassembler. Ça sert à ça aussi, les Sheds. Tout à fait, tout à fait. Se rencontrer, se rassembler. Et puis, on va plutôt projeter des films qui ont une dimension un petit peu écologique sur le nucléaire, des choses comme ça avec la CRIRAD, puisqu'on travaille avec des partenaires nationaux et locaux, comme Alternativa, mais aussi sur des collectifs citoyens qui travaillent sur la dynamique vélo-mobilité, et puis aussi nos amis de Destocamine. Et alors, on peut être bio et écolo et avoir les mêmes soucis que tous les chefs d'entreprise. Vous avez du mal à recruter du personnel? On a beaucoup de mal à recruter du personnel. Il y a 8 salariés aujourd'hui dans les Sheds, et on va prendre un mal pour un bien. On a décidé de réduire un petit peu cette voilure de restaurant, d'épicerie, pour laisser plus de place à cette dynamique militante. Mais je fais le lien avec ce qui fait la une de la presse locale aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui partent en Suisse, parce qu'en Suisse, dans le domaine qui est le vôtre, on est payé 3 fois mieux. Voilà, on est à 20 minutes, une demi-heure de la Suisse, c'est vrai, mais c'est aussi que pendant le confinement, même si nous, on n'a pas fermé, puisqu'on avait des activités multiples avec l'épicerie, etc., il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration qui ont trouvé qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire le week-end. Ouais. Et donc qui sont partis en Suisse. Le prochain spectacle ici, ce sera quand? Alors, il y a demain soir, il y a le 17 juin, et aussi on accueillera Isabelle Le Sens le 14 juin avec la ville, sur la dynamique vélo, mais aussi le 11 juin, séquence démocratique des Sheds, puisqu'il y aura notre assemblée générale. Et alors, il y a un festival, je vais faire plaisir au maire Laurent Riche, qui est pas loin de nous, Momix. On est à Kingersheim, dans une des capitales du spectacle pour les jeunes, c'est ça? Oui, jeune public et tout public. Un magnifique, effectivement, sur le spectacle, un magnifique festival pour lequel les Sheds deviennent un peu le lieu central de la convivialité, où tout le monde se regroupe après avoir visionné des spectacles. C'est quand, Laurent Riche, le prochain Momix? Fin janvier, c'est noté. On reviendra peut-être, en tout cas, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Dominique Collin, d'avoir pris quelques minutes pour nous. Bonjour, Mathieu Vidard. Bonjour Bruno. Les Sheds, ça peut vous inspirer, vous aussi, pour la Terre au carré, je crois. Quel est le programme aujourd'hui? On va parler des plantes à fleurs, l'abominable mystère des fleurs. À tout de suite. Pour ce 13-14 ici à Kingersheim, merci à Sarah Guibaudot, Claire-Sophie Collet, Ajra Mohamed, Dominique Allard, Nicolas Mathias, Romain Luquien, c'est Patrick Beaulieu, et un grand merci à toute l'équipe des Sheds qui nous a accueillis ici. Il est 14h.
Laetitia Gaillet, on vous accueille sous les applaudissements pour le flash. J'ai noté, je vous remercie.